si jamais il peut naître dans notre corps. Alors il réplique donc, on est très fiers de lui, et avec ses chevaliers de l'indépendance, il pousse à outrance, au maximum de sa machine, à coups de bâton sur la tête, parce que c'est bien beau avoir donné des coups aux adversaires, qu'ils soient de Sir George Williams ou d'autres groupes arrogants et rhodésiens d'époque. Il va aussi avoir rendez-vous souvent dans les manifestations avec la police, et il en a eu beaucoup sur la tête, de même que lui et son épouse, qui était toujours à l'avant-scène. Alors, les bien-pensants le voyaient de haut à l'époque. Les bien-pensants politiques, intellectuels et même de notre mouvement le voyaient de haut, comme quoi, ben, enfin, il le descend au bas de la rue. Comme si nous n'avions pas besoin de personne pour aller dans la rue et crier fort et dire ce que nous sommes. Une nation impatiente et tannée d'être tabassée psychologiquement par cette domination qui date depuis 1877, où l'accaparement et puis les empiètements n'ont jamais cessé pour nous réduire. Et la campagne actuelle le prouve comme jamais, si par hasard le mouvement souverainiste devait perdre. Mais l'espoir transporte des montagnes, dit-on, alors nous verrons bien. En attendant, nous nous croisons les doigts, chers patriotes. Je vais commencer la cérémonie tout de suite parce que vous êtes quand même une dizaine à rendre un hommage. Et je vais inviter en tout premier lieu Marie-Josée Longchamp, une comédienne qui n'a jamais eu peur d'exprimer ses pensées politiques en faveur de ce Québec français. Et elle va vous livrer un message pour Jean-Marc Brunet, qui était un adepte de la même discipline sportive que Réginald Régis-Chartrand, et aussi ami intime, de même qu'un autre grand personnage qui porte un grand nom de famille, qui s'appelle l'évêque Raymond. Marie-Josée. Bonjour, Doris, François, Mathieu, Ariane, les nationalistes, les amis, les admirateurs, les boxeurs. Je suis fière d'être ici, d'avoir vu Régis Chartrand quelques heures avant qu'il s'en aille ailleurs. Il est là, quelque part. Je l'embrasse. Je suis privilégiée d'avoir connu plusieurs grands hommes qui m'ont aidé à grandir. J'ai découvert vers l'âge de 16 ans que j'avais peut-être un tout petit peu de besoin de grandeur, de m'affirmer, et ils m'ont beaucoup aidé à le réaliser. Je suis très heureuse d'avoir été une grande amie, et lui, mon grand ami, de Réginald Chartrand. Je vais vous lire d'abord le message de Raymond Lévesque, un autre grand nationaliste et patriote, qui ne peut être ici aujourd'hui, mais il est à sa façon, pas loin, dans sa résidence de l'île des Sœurs. Je vais bien sûr lui faire un compte-rendu de cette cérémonie, déjà très officielle et importante. Voici le mot de Raymond Lévesque. Vous reconnaîtrez à quel point il est toujours, même à 86 ans, le 7 octobre, un homme sans compromis, qui n'a pas peur des mots et de s'affirmer. Régis était un homme sincère, engagé. Ce n'est pas lui qui nous aurait bernés, manipulés. Il était un exemple pour tous les politiciens, opportunistes, arrivistes. Nous nous souviendrons toujours de lui, Raymond Lévesque. Simple, vrai, coup de poing, comme Régis Chartrand. Il n'était peut-être pas un boxeur physiquement, mais dans l'âme, ils étaient très près l'un de l'autre. C'est l'essentiel. Je vous lis maintenant la lettre de Jean-Marc Brunet, qui est avec nous à sa façon, et qui m'a livré cette lettre manuscrite que je vous donne pour vous et pour Régis. Régis, tu ne l'as pas eu facile. Il faut être de la trempe des héros pour sacrifier à son idéal, sa carrière,
sa vie familiale, sa réputation et sa santé. D'autant plus que de nombreux faux indépendantistes, genre souveraineté association, ce qui ne veut rien dire, te tiraient dans le dos. Parmi ceux-ci, les plus traîtres furent les fanatiques de l'Holocauste québécois, les partisans de l'avortement dénataliste. Tu as reçu bon nombre de raclés de la police fédérale. On t'a emprisonné souvent. Jamais, sous les coups, les injures, les trahisons, tu l'abandonnas, et ta femme Doris, ainsi que tes fils et ta fille, t'appuyèrent toujours dans tout. Reggie, tu es maintenant au ciel. Notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait qu'accueillir à bras ouverts une de ces créatures de ta qualité. Je suis certain que t'ont déjà reçu tes véritables amis, les Raymond Barbeau, les Marcel Chaput, l'excellent écrivain Jean Côté, le Premier ministre que tu admirais le plus, feu Maurice Duplessis. Tu étais convaincu que s'il avait vécu 10 ans de plus, lui l'aurait fait l'indépendance du Québec. Adieu, vieux frère de combat. On se reverra au ciel. Ton ami Jean-Marc. J'inviterai maintenant un cinéaste et ami de Reggie, qui est en train de compléter d'ailleurs un documentaire dans lequel il a inclus dedans un de ses vieux compagnons qui est rendu très malade et qui pourrait peut-être venir ici cet après-midi, Jean-Marie Martin. Je salue sa fille, en tout cas, et ses amis qui sont ici, et est en train donc de compléter ce documentaire qui, nous l'espérons, avec Dame Censure, qui impose toutes ces raisons pour ne pas passer ce qui plaît ou déplaît, passe là à une des télés du Québec. Alors, j'invite Jules Fada. Bonjour. J'ai pas écrit de texte cette fois parce que je sentais que je l'ai déjà fait écrire un texte pour Reggie au moment de sa mort, puis j'avais pas envie de me répéter, donc j'ai décidé d'y aller spontanément parce que Reggie Chartrand, je l'ai connu, je devais avoir à peu près 14 ans. C'est mon père, on allait tout le temps voir la boxe au forum, puis il m'avait dit « Reggie Chartrand, c'est un grand bonhomme. Reggie m'avait donné sa pièce de la République que j'ai encore. » Et puis, plus tard, quand j'avais à peu près 20 ans, j'ai lu son livre « La dernière bataille ». Puis là, j'ai décidé de faire un documentaire sur Reggie Chartrand. Reggie Chartrand, à ce moment-là, était un sujet de documentaire, mais tranquillement, en faisant ce documentaire-là, c'est devenu un ami. Et puis, par la suite, Reggie, j'allais le voir pour qu'on puisse jaser, puis peut-être toujours son sens de l'humour. Pour ceux qui l'ont connu, en tout cas, Reggie avait un sacré sens de l'humour. Puis il y a plein d'expressions qu'il m'a dit, qui vont toujours rester. Quand Reggie disait « un bon petit crochet de gauche », ça c'était quelque chose qu'il avait utilisé tout le temps. Il disait aussi, quand il parlait d'un intellectuel, il faisait toujours la précision, un intellectuel pas colonisé. Je ne sais pas si c'est sa vision qu'il avait des intellectuels en général, mais il précisait tout le temps. Puis bon, avec le film, tu sais, je pense que j'avais pas énormément d'expérience à ce moment-là quand j'ai commencé à le tourner. J'avais pas d'énormes moyens non plus, mais je sentais que c'était un moment où je devais rencontrer Reggie, je devais faire des entrevues, puis ça allait me servir. Finalement, ça a pris quand même 5 ans avant de le terminer pour plein de raisons. Mais je sais quelque chose que je suis assez fier là-dedans, c'est qu'il y a des jeunes qui ont découvert Reggie Chartrand grâce à ça.
Et puis quand on a présenté le film au cinéma du Parc, il y a des jeunes qui sont allés voir Reggie qui était là avec leur poster pour faire dédicacer. Puis c'est des gens qui, aujourd'hui, le film existe, le film existera toujours. Et peut-être si un jour quelqu'un décide de faire un travail universitaire sur Reggie Chartrand, ben, il y aura toujours ce document-là pour commencer à faire ses recherches. Et puis, ben, c'est drôle à dire, mais je suis quand même content que Denis Lévesque et son équipe m'aient donné la chance d'aller en parler là, parce que ça a pu... les gens, c'est quand même, ça rejoint un large public, puis j'ai pu aller parler de Québec libre, et puis de Reggie, puis j'ai comme pu montrer son livre. Donc s'il y a des gens qui ont encore ce livre-là, moi ce que je dis, c'est qu'il faut le garder, parce que c'est... On a déjà dit ça sinon. Mais si les gens ont ce livre-là, gardez-le, faites-le lire à vos enfants, c'est vraiment un bijou, c'est un livre super important. Et puis, Reggie, je pense que le Québec, on perd un grand homme, on perd un homme de conviction qui, jusqu'au bout de sa vie, a toujours dit qu'il ne faut jamais s'arrêter, peu importe les obstacles. Puis, je pense qu'on perd un patriote, puis pour certains, moi je perds aussi un ami. Voilà, merci à tous. Julie Falardeau. Et en prononçant le nom de Falardeau, on fait souvent la récapitulation depuis que nous sommes passés du régime de la noirceur au régime des lumières tamisées. Ça me fait rire, le régime de la noirceur, parce qu'on peut y apporter beaucoup de projecteurs aussi à l'intérieur. Et Marie-Josée le citait tout à l'heure. Je trouve qu'on a lapidé beaucoup ici. Probablement qu'il y avait eu 10 ans de moins, il nous a engagés dans l'indépendance, comme son fils spirituel, Daniel Johnson, était en train de cheminer. Comme Jean Lesage, quoi qu'on dise, nous a éveillés, a fait progresser le Québec. Et une certaine affirmation jusqu'à ce qu'il prenne peur, parce qu'il ne va pas assez vite, va naître. Le premier fait le cul. Le deuxième, plus à gauche, un peu plus tard, le mouvement pour le Rassemblement pour l'indépendance, avec Marcel Chaput, qu'on oublie trop parmi les événements de ceux qui ont fait progresser le Québec. André d'Allemagne, un excellent penseur, et ce grand orateur qui était Pierre Bourgault. Et va arriver par la suite, évidemment, d'autres premiers ministres, Daniel Johnson, quoi qu'on dise, Robert Bourassa, quoi qu'on dise, va œuvrer au moins un peu, malgré qu'il est peureux, c'est de caractéristiques québécoises, va œuvrer à la souveraineté énergétique dans le Grand Nord. Et René, notre bagarreur de René, l'homme le plus démocrate de l'histoire de la Confédération, avait dit Jean Drapeau devant un auditoire hostile à Vancouver, parlant de lui qui voulait briser ce grand pays. Et venant de Drapeau pour dire que c'était l'homme le plus démocrate, il fallait y croire. Bernard Landry, que je vois ici, qui a eu le courage de s'en prendre au chiffon rouge et blanc et de vouloir affirmer, lui ici, dans un intérim, l'avancement du Québec. Et même Lucien Bouchard, si on y fait des critiques, il faut quand même reconnaître que de ce grand mouvement, cette parade militaire ou ce défilé, a contribué à pousser la roue vers l'affirmation, vers la souveraineté. Et c'est de créer, évidemment, le dernier mouvement qui va nous permettre d'atteindre le sommet. Et depuis ce temps, et Jacques Parizeau, il ne faut pas que j'oublie, depuis ce temps, nous sommes entrés dans une période de stagnation très inquiétante, avec une immigration qui ressemble drôlement à l'application du rapport Durham dans des temps modernes. Nous n'avons toujours pas de contrôle sur cet instrument qui consisterait à intégrer ces gens, à les choisir plus judicieusement. Et aussi, il y a toujours la mondialisation qui n'est rien d'autre que l'américanisation, c'est-à-dire le rock puis le Coca-Cola et tout le mode de vie américain sur ce que les Américains font de plus, pas plus mauvais, mais ils font bien d'autres choses que nous n'imitons pas malheureusement. Et de goûter avec cette mondialisation l'argument chez notre jeunesse qui ne ressemble plus à la nôtre. Souvenez-vous, dans le temps que nous étions là, à 20, 25 ans, 30 ans, c'est tous des jeunes de tête folle. Aujourd'hui, les mêmes survenus, ce sont tous des têtes blanches, ou presque. Alors, nous n'avons pas réussi en régimentant à créer une relève, comme les Irlandais sont capables de le faire, par exemple. Pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, j'inviterai cette fois, pour compléter, François Saint-Louis, président du mouvement souverainiste du Québec, très proche de Richedal.
tous. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter mes plus profondes condoléances à la famille, à Doris, François, Ariane, Mathieu. Écoutez, j'aimerais peut-être donner mon petit mot en parlant des vieux. Moi, j'avais 25 ans. Jamais me tenir avec des vieux. Pourquoi? Parce que je savais que, à titre de Montréalais, parce que j'adore la ville de Montréal, je pense que... Et en parlant avec des personnes plus âgées, on me disait de où je venais. On me parlait de Camigny-Wood. Mon père me parlait de Camigny-Wood. Donc, mon père me parlait de Maurice Duplessis. Là, à l'époque, j'entendais Duplessis, c'était un écœurant, enfin. Et puis, jusqu'au jour où j'ai continué à me tenir avec des vieux et j'ai eu un atelier dentaire sur la rue Saint-Denis. Mon père venait souvent me voir. Il y avait un vieux copain qui s'appelait Gérard de Guy qui venait le voir, qui est né en 1916-1917. Par exemple, il me dit, je lui demandais qui est le meilleur joueur de hockey. Gérard. Ils ont tout vu. C'est le meilleur joueur de hockey que j'ai vu. C'est Mario Lemieux. Ah là, j'ai dit, non, tout le monde parle de moi, c'est Richard de Winkles, qui est dans la Fleur Institut. Mario Lemieux. Voilà l'expérience de... Et jusqu'au jour où Reggie arrive dans mon atelier. Là, je voyais 225 ans d'histoire devant moi. Je me dis, bon, je pense que je vais écouter. Je pense que j'ai à apprendre d'eux. Et aujourd'hui, je vois ici, ce soir, Tex-le-Corps. Monsieur le Premier ministre Landry, je vois Gilles Proulx à l'arrière de moi, qu'on regarde souvent nous donner ses capsules historiques à ma télé. Je vois quelqu'un qui a accompagné Pierre Falardeau pendant des années, Manon Leriche, qui est ici présente. Et à un moment donné, Reggie est à mon atelier et il me dit je m'en vais accompagner Falardeau ce soir. Je dis où tu vas? Alors il dit tu sais, il y a eu une élection dans Mercier, il y a à peu près une dizaine d'années. C'était une élection complémentaire. Le Parti libéral avait gagné l'élection complémentaire dans Mercier. C'est tout ce que le Parti Mercier, c'est le plateau Mont-Royal. Imaginez, le Parti libéral va gagner l'élection dans le plateau Mont-Royal. Personne n'aurait cru ça. La dernière fois, c'était Robert Bourassa, qui a été défait par un poète, Gérald Gottin. Et cette même soirée-là, on regarde à la télé, excusez, un dénommé Clich qui danse, qui se présentait pour l'Union des forces progressives. Peu importe. Donc, on revoit aujourd'hui, au niveau politique, ce que des gens essaient de faire au peuple québécois, de remettre des bâtons dans les roues. Et Reggie me dit, ce soir, Falardeau s'en va dans une assemblée où Clich, qui a fait perdre le Parti québécois à une élection, il s'en va leur parler d'en face. Ben, il dit, je vais aller parce que Falardeau m'a demandé d'aller le protéger. Donc, Reggie, c'est un gars qui a protégé le peuple québécois. À sa façon. Gilles Proulx le dit tantôt. Et il y a quelqu'un qui me dit tantôt, il a gagné, on peut dire, c'est pas une plaie à gagner. Le plus grand nombre de coups de matraque sur la tête, Reggie Certain, c'est lui qui a eu le plus. Donc, moi, je tiens à souligner la part de Reggie aujourd'hui, dans les 50 dernières années. Et je terminerai en disant que le Québec est grand. Mais Reggie a déjà fait tomber, vous l'avez vu sur une photo, un grand à un moment donné. Mais je pense que le Québec est capable de faire tomber tous les grands. Puis même dans les périodes les plus creuses, les plus tough, comme disait Falardeau, pensez à Pierre Falardeau, pensez à Reggie Chartrand aussi. Il y a une semaine, avec le MSQ, on a remis à peu près 4 ans le prix Pierre Bourgault à Pierre Falardeau. À un moment donné, nous étions au petit musée du Château Ramsey en face de l'Hôtel de Ville. Et qui arrive, pour ceux qui étaient présents, s'en souviennent, Julie Snyder et Pierre Carl-Pellaville, qui sont venus il y a 4-5 ans appuyer Falardeau. Et je cherchais quand Pierre Carl et
Et s'est présenté il y a quelques semaines une photo montrant que oui, Pierre-Carl Pelado, c'est un vrai. Et ceux qui ne le croyaient pas, ben Régis me le disait. Pierre-Carl, il disait, Régis, Pierre-Carl Pelado, la famille Pelado, n'oubliez pas le père Pelado. C'est les personnes que je disais au début, les vieux qui m'ont montré que Pelado et compagnie, ainsi que Régis, c'est la grande famille québécoise. Et je tiens à vous dire merci de vous être déplacés. Merci à Tess qui a surpris Pierre Bourgault d'être venu. Merci à M. Fou. Je pense que vous rehaussez la soirée, la journée. Puis encore une fois, Doris, François, Ariane, Mathieu, merci beaucoup. François, qui n'a jamais éteint son flambeau. J'inviterai maintenant le président pour le Rassemblement pour un pays souverain. Et le RPS a remis le 15 février dernier la grande palme d'or à Réginald Régis-Chartrand et à sa compagne d'armes, Doris Pékénis, qui y a goûté elle aussi lors des manifestations. Et ce président est Benoît Roy, qui va venir vous adresser la parole. Madame McInnes, aux enfants, à la famille, au nom du Rassemblement pour un pays souverain, je tiens à vous présenter nos plus sincères condoléances. Monsieur Landry, Monsieur Lecor, Monsieur Beaulieu, M. Sylvain Meunier, des Insoumis. Chers patriotes, j'ai rencontré pour la première fois Réginald Chartrand quand j'étais très jeune. Il venait à la maison, j'avais peut-être une dizaine d'années. Et c'était un ami de mon père, Jean-Jacques. M. Chartrand m'impressionnait toujours. C'était un événement quand il venait à la maison. Il m'impressionnait par sa carrure, évidemment, sa prestance physique. C'était un athlète professionnel, un boxeur. Il m'impressionnait aussi pour ses convictions. C'est un homme déterminé, c'est un homme de caractère. Et il parlait souvent de Bernadette Devlin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était un nom qu'à l'époque, à l'âge que j'avais, ça me disait absolument rien. Par la suite, j'ai compris la valeur d'un homme comme Réginald Chartrand. Il est décédé aujourd'hui, mais il n'est pas mort. Il est dans notre tête, dans nos souvenirs, et certainement dans notre cœur. Et je suis persuadé que parmi vous, Réginald Chartrand est un peu dans nous tous. Alors à Réginald Chartrand, je lui dis merci, merci d'avoir sacrifié sa vie pour une cause noble qui est l'indépendance du Québec. Et je fais un souhait qu'un jour, nos historiens écrivent l'histoire du Québec en se rappelant des noms des gens comme Doris McInnes, Réginald Chartrand et d'autres patriotes qui ont sacrifié leur vie pour cette cause. Merci Réginald. Vive le Québec libre. Vive la République du Québec. Je ne vais pas faire autrement pour conter une anecdote à mes débuts de radio, et j'ai jamais été un animateur impartial. J'ai été engagé au péril et au risque que ça représente, et des congédiements, j'en ai connu, mais je connais l'honnêteté intellectuelle, par contre, à l'égard d'un adversaire. Et je me présente au lieu de la visitation, les amis de Verdun m'avaient appelé pour aller voir et entendre Régis Chartrand. Et il se met à parler contre CJMS, le poste décolonisé. On est en 64, imaginez-vous. Et aujourd'hui, avec le recul, ça ne se peut pas d'avoir accusé CJMS d'avoir été un poste de colonisé parce qu'il jouait prioritairement des disques américains, mais tout en encourageant quand même l'industrie québécoise et les chansonniers du temps. Et là, on m'a regardé avec des yeux comme quoi j'appartenais au poste décolonisé. Il y a un gars qui a dit qu'il travaille à CJMS. Alors, au lieu d'être mal à l'aise, je me suis mis accueilli dans la salle. Vous êtes courageux pour dénoncer. Pourquoi vous n'organisez pas de manifestation devant CJMS pour justement déplorer le colonialisme que propage et diffuse CJMS? 2 jours plus tard, il y avait 800 personnes avec les pancartes CJMS, le poste décolonisé. Et inutile de vous dire qu'avec le capitaine Poirier, qui était le grand reporter du temps, qui est malade actuellement, puis je souhaite un prompt rétablissement, travaillait à un poste concurrent, et il apparaît que l'organisation, la manifestation est due à un animateur de radio qui arrive de Québec et qui travaille maintenant pour CJMS 10-4. Ça a pris 24 heures et j'étais dehors.
C'est KLM, le poste qui diffuse uniquement des chansons en français à cette époque, me récupère avec Pierre Fouillard, heureusement. Maintenant, j'aimerais inviter un homme qui est à l'enseigne de la patience, de la distinction, et qui n'a jamais perdu les pédales face à des débats des fois houleux et intenses, pour bien représenter la loi 101, mais aussi son organisme, la Société Saint-Jean-Baptiste. Devez deviner, Mario Beaulieu. Alors, bonjour. Au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, qui est la plus ancienne institution qui défend le français en Amérique et qui défend les intérêts des Québécois, c'est un honneur pour moi de rendre hommage à Régis Chartrand. Régis Chartrand qui était là dans les tout débuts, au moment où c'était plus difficile, qui a été aussi un organisateur politique, qui a participé à la fondation du RIAN, qui a été candidat du RIAN en 1966. Il a été souvent responsable des services d'ordre et dans les manifestations en faveur de l'indépendance. Et il avait non seulement à maintenir l'ordre parmi les manifestants, mais souvent parmi les policiers pour ne pas qu'ils abusent de leur matraque. Alors, il pouvait à l'occasion être arrêté sans raison. À cette époque-là, il y avait quand même une répression très forte de la part d'organisations politiques qui parfois passaient à la violence. C'est pour ça qu'il a fondé et dirigé les Chevaliers de l'Indépendance. Régis Chartrand, c'était un symbole de combativité et de détermination. Et aujourd'hui, on doit se servir de lui comme exemple. Aujourd'hui, la guerre est davantage psychologique. En ce moment, on subit beaucoup de francophobie, de ce qu'on peut appeler le Québec bashing. Et la plupart des gens font semblant qu'ils ne comprennent pas les médias anglophones, où on regarde ailleurs, on évite. Pendant ce temps-là, on se fait traiter de raciste, on se fait dénigrer. Alors, je pense qu'il faut s'inspirer de Régis Chartrand pour dénoncer cet état de fait et ne plus accepter de se faire intimider et culpabiliser. C'est avec fierté qu'en 2011, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal lui a remis la médaille Beni Merenti de Patriote, qui souligne les mérites d'un compatriote ayant rendu des services exceptionnels à la patrie. Ce grand prix a été remis pour la première fois en 1923 au sénateur L.O. David et à Marie Lacoste Gérin-Lajoie. Par la suite, il a été remis à Wilfrid Laurier, le docteur Armand Frappier, Raymond Barbeau, Jean Rougeau, Séraphin Marion, Gilles Proulx, Raymond Lévesque, Rosa Morin et récemment Marcel Mars. Alors je pense que Régis Chartrand avait pleinement sa place parmi ces grands personnages du Québec. Alors nous offrons toutes nos condoléances à sa famille, à Doris Mécanis, qui a elle aussi combattu la violence à ses côtés. Et au moment de recevoir la médaille, Régis Chartrand a dit « Il faut continuer jusqu'à la victoire ». Alors je souhaite que tous les indépendantistes se souviennent de lui et s'inspirent de lui pour persévérer jusqu'à ce qu'on réalise enfin notre objectif commun, l'objectif de Régis Chartrand, faire du Québec un pays. Merci. Ancien chevalier de l'Indépendance et membre du mouvement des Insoumis, j'ai le plaisir d'accueillir un jeune homme qu'on aime bien, Réal Mathieu. Merci, Jean. Monsieur le Premier ministre, bonjour, Monsieur Proulx, distingués orateurs et invités, militants du mouvement des Insoumis, merci d'être là. Merci surtout à François, Mathieu, Ariane Chartrand et Doris Mécanis pour nous donner l'occasion de prendre la parole comme ancien chevalier de l'Indépendance. Je remercie la présence des Insoumis, ce que Régis Chartrand, on a eu l'occasion de le fréquenter beaucoup dans l'année qui vient de se terminer. Il a fortement encouragé la formation des Insoumis et il nous a pratiquement passé le flambeau en nous confiant la mission de continuer sa lutte.
Alors, je voudrais vous dire que moi aussi, je suis en deuil. Vous le savez, c'était mon ami, je le visitais. Alors, vous avez toute ma sympathie. Et je suis en deuil, moi aussi, parce que Reggie, c'est un homme qui a changé ma vie. Il a eu une grande influence sur moi quand j'étais plus jeune, par son exemple, par sa pratique. J'aimerais vous expliquer un peu comment je me suis retrouvé à l'école de boxe, comment j'ai rencontré Reggie. Ça n'avait rien à voir avec des cours de boxe comme tel. Parce que, étant enfant, mon père, j'habitais à côté du parc La Fontaine, puis mon père m'amenait tous les 3e lundis du mois de mai au parc La Fontaine, devant le monument de l'Ordre des Ormeaux, où la Société Saint-Jean-Baptiste organisait une cérémonie, des dépôts de couronne, des discours patriotiques pour célébrer la mémoire de l'Ordre des Ormeaux, notre premier grand patriote. Alors, en 1964, j'avais 17 ans et le lundi 18 mai, donc ici au Québec, c'était la fête de l'Ordre des Ormeaux. Puis dans le reste du Canada, c'est la fête de la reine Victoria qui avait pendu nos patriotes. Alors, vous comprendrez qu'à 17 ans, je n'avais plus besoin de mon père pour aller au parc. J'étais devenu nationaliste par l'influence de ma famille et j'étais devenu indépendantiste par l'influence de mes professeurs à l'école Le Plateau, dont l'historien Marcel Tessier. Cependant, à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce qu'était la Société Saint-Jean-Baptiste ni les Chevaliers de l'Indépendance qui venaient d'être fondés la même année. Donc, je me suis rendu au monument de l'Ordre des Ormeaux à la cérémonie de la SJB qui déposait les couronnes. Les orateurs prononçaient des discours, puis quand ça a été terminé, il y a une poignée de jeunes militants algériens qui étaient présents dans la foule et qui ont entraîné une partie de la foule dans la rue pour une manifestation. Donc, je les ai suivis, j'ai embarqué avec eux. Puis, après de multiples péripéties, on s'est retrouvés à peu près 1 heure plus tard devant le Queen Elizabeth Hotel, qui à ce moment-là refusait d'avoir un nom en français. Et on était rendu une foule de 400 manifestants environ. On criait à tue-tête « Vive le Québec libre ». Et là, la police de Montréal s'est mise à nous matraquer, comme c'était leur habitude quand ils entendaient ces mots. Alors peut-être que je criais plus fort que les autres, mais il y a un policier qui a décidé de procéder à mon arrestation. Je lui ai échappé, je courais vite, mais à un moment donné, on a tourné un coin de la place du Marie. Il a sorti son arme, il m'a crié « Arrête ou je tire ». Alors j'ai compris le message et il m'a rattrapé. J'ai pris le chemin du panier à salade. Et c'est dans les cellules de la cour juvénile, puisque j'avais 17 ans, et dans ce temps-là, on était majeur seulement qu'à 21. Dans les cellules de la cour juvénile, que j'ai entendu parler pour la première fois de Réginald Chartrand et des Chevaliers de l'Indépendance. Parce que ce jour-là, il y avait eu 250 arrestations à Montréal. C'est pas de nouveau d'aujourd'hui, les arrestations de masse. Il y en avait en 64, en 65, à coup de centaines, le 1er juillet, à fête de dollars, etc. Alors, ce jour-là, ça faisait le lendemain, on a été libérés, évidemment, parce que c'était pas de la délinquance juvénile. Mais le fait de crier « Vive le Québec libre », qui m'avait valu une nuit en prison, je n'étais pas pour me laisser arrêter pour ça, et ça m'a donné matière à réflexion. Donc, quelques semaines plus tard, je m'étais présenté à l'école de boxe et je suis devenu membre des Chevaliers. J'ai prêté le serment des Chevaliers sur le drapeau du Québec, et à ce moment-là, ma formation politique a débuté. Et c'est vraiment là, le plus grand mérite de Réginald Chartrand, c'est d'avoir compris l'importance de la formation et de l'éducation politique. Reggie organisait des activités, pas pour boire de la bière. Il n'organisait pas des activités juste une fois par année. C'était pas non plus une fois par mois. C'était à chaque semaine, à tous les mercredis soirs, c'était un feu roulant d'orateurs plus intéressants et plus pertinents les uns que les autres, à commencer par Reggie lui-même. Il y avait des artistes qui venaient chanter aussi, donc Claude Dubois, puis je me rappelle que Percival Bloomfield, fondateur de la première boîte à chansons Le Patriote, il était venu nous parler avec Yves Blais, qui était futur député du Parti québécois. Régine, il n'en avait pas l'air, mais c'était un intellectuel à sa façon, et il lisait beaucoup. Et il nous arrivait souvent avec des citations de personnages célèbres, entre autres François de la Rochefoucauld. Je pense qu'il avait appris par cœur son livre de Maxime. Puis, Reggie, il a aussi écrit des livres. Il y a 3 livres, dont ses mémoires, La dernière bataille, et ça avait été publié aux éditions Parti pris. Donc, 3 livres, c'est au moins 3 de plus que moi, franchement. Donc, je le qualifie d'un intellectuel. Alors, il était très ouvert aux idées nouvelles, aux idées progressistes,
Il invitait les gens à prendre la parole dans son école, des gens de tous les horizons, autant de droite comme de gauche, par exemple. C'est là que j'ai entendu la première fois Mme Ferretti prendre la parole. Puis à Maheu, Jean-Marc Piotte, des gens qualifiés d'extrême gauche toute leur vie. Alors, c'est comme ça que j'ai entendu pour la première fois le slogan « Le Québec aux travailleurs ». Donc, c'est pas seulement que le Québec aux Québécois, ça m'ouvrait l'esprit sur la direction à prendre pour mener la lutte. C'était une lutte contre l'oppression nationale, mais ici, la nation au Québec, à ce moment-là, était composée essentiellement de la classe ouvrière et de la paysannerie, c'est-à-dire de nos bons habitants dans les régions. Et puis, la grande bourgeoisie québécoise était pratiquement inexistante. La petite bourgeoisie, c'était des médecins, des avocats, des hommes d'affaires. Il n'y en avait pas beaucoup, là, franchement. Alors, bref, Régis nous formait pour lutter pour l'indépendance contre l'exploitation de la classe ouvrière et contre l'injustice généralisée qui prévalait alors dans la société. Pour illustrer le discours de Régis dans ces années-là, et pour clouer le bec à ceux qui disent que Régis était un extrémiste de droite, je vais maintenant vous lire 2 petits extraits d'un texte de Régis publié dans la revue Parti pris en décembre 1964. Alors, il faut se mettre dans le contexte. Chaque règne et chaque régime a une fin. Je suis certain que le régime capitaliste tire à sa fin. Les gens sont tannés de vivre comme des bêtes traquées dans une jungle où c'est le plus fort qui l'emporte, où l'exploitation de l'homme par l'homme est pratiquée tous les jours. Je sais qu'il faut lutter contre nos faiblesses au lieu de blâmer les autres, mais souvent nos faiblesses sont causées par les autres. Je suis certain que l'humanité a perdu des siècles avec le régime capitaliste. En ce sens, nous avons trop travaillé chacun pour soi au lieu de nous entraider. L'homme a négligé le plus important de tout, se connaître soi-même, et la seule façon qu'il peut apprendre à se connaître est par le socialisme. Nous vivons toute notre vie pour aller à une mort certaine. Alors pourquoi pas s'entraider? Les capitalistes en Amérique dépensent des millions par année à salir et parler contre le socialisme parce qu'ils savent que si le socialisme s'infiltre dans ce pays, ils seront forcés de partager leurs biens. Dans notre pays, il y a 1/3 des gens qui sont fatigués d'essayer, sont tannés de vivre et ont peur de mourir. Il faut savoir que si les riches sont riches, c'est parce qu'il y a des pauvres et que plus les riches sont riches, plus les pauvres sont pauvres. On nous apprend que la justice est juste et qu'il faut la respecter, mais nous savons que la justice de notre pays n'est pas juste. Et combien de nous osent le dire? Les capitalistes ont tordu et mal interprété le mot socialiste pour mieux nous exploiter. L'indifférence des capitalistes fait souffrir beaucoup de monde. Et pour finir, je sais qu'il peut y avoir de la force et de la sécurité pour chacun de nous si nous nous entraînons. Ça, c'est des citations de Réginald Chartrand. Vive Réginald Chartrand, vive les Québécois! Oui, dans le mouvement indépendantiste, on parlait, c'est une palette large. On souhaite donc un de ces jours qu'on oublie droite, centre, gauche, et qu'on voit cette marche à monter, à escalader, pour atteindre l'objectif de la souveraineté. Après quoi, on se chicanera sur les virgules, puis les crottes de nez, puis à gauche, puis à droite, au centre, puis en arrière. Après, l'individualisme étant ce que c'est, le nombrilisme, fait toujours que c'est moi qui ai la solution, puis lui il l'a pas, puis lui il l'a, puis lui il l'a pas, puis finalement ça donne le tour de Babel qui discute. Et comme vous le voyez actuellement, nous reculons. Comme dans l'autobus, avançant en arrière. Alors, toujours est-il, mes chers amis, j'en suis rendu à rappeler que dans ce mouvement indépendantiste, il y a eu toutes sortes d'agitateurs de rue. Il en fallait des bons tribuns, il en fallait également des bâtisseurs, des gens de toutes les disciplines inimaginables. Il y avait les artistes aussi, qui dans les années 60, culture qui aujourd'hui n'existe plus pour vous prouver comment on recule, la multiplication des boîtes à chansons, et parmi ceux-là, il y en a un qui était très engagé. Il ne se gênait pas d'ailleurs pour le faire. On a même fait un documentaire dans lequel on le rappelle, au cochon de Bogne, pour ceux qui, les plus vieux ici, se rappellent. Et il y avait là, eh bien, un ami de Régis, c'était mon ami aussi, Tex Lecor. Salut tout le monde. Je m'excuse, j'ai une extinction de voix. Et quand même, j'aimerais saluer Doris, la famille Chartrand. Je partage votre pain.
M. Landry, je l'ai déjà dit, vous nous manquez toujours au Québec. Mon vieux chum, Reggie, tu fais partie de mes plus beaux souvenirs. David contre Goliath. Lors des affrontements étudiants, francophones, anglophones, alors que j'étais encore étudiant à l'École des Beaux-Arts, David, d'un seul coup de poing sur la gueule, a terrassé Goliath. David, c'était toi, Reggie. Tu es devenu mon héros. Tu as fait s'écrouler en moi la peur et réanimer la petite flamme d'un peuple qui ne demandait que la liberté de sa langue, de son droit et d'un pays, le sien. Tu es devenu la fierté de tous ceux qui ne voulaient pas la fermer leur maudit Dieu et de tous ceux qui ne connaissaient pas les mots pour bien s'exprimer. Tu es devenu l'espoir du petit, de monsieur et madame tout le monde, pas parce que toi tu possédais les mots, mais parce que toi tu te tenais devant et debout. Tu es devenu la fierté, sur qui on s'est acharné, on t'a battu, humilié, emprisonné. Tu n'as jamais baissé la tête. Tu n'as jamais, devant les policiers, leurs matraques et l'establishment qui souhaitaient silencieusement ta disparition, perdu la distinction, la direction. Tu es devenu un patriote, un vrai, comme ceux de 1837, et jamais au grand jamais, le Parlement du Québec a osé te reconnaître avec les honneurs qui te sont dus. On se prépare au fédéral à élire un autre Trudeau. Just watch me. Et encore une fois, les Québécois feront mentir notre devise « Je me souviens ». Nous sommes toujours au même endroit, face au même mur. T'en paix, mon frère. T'en paix. Le bout de chemin que tu as si bien défriché, la jeunesse aura un endroit pour marcher à nouveau. Et encore moi, à 81 ans, je marcherai avec eux. Souvent, il y a des membres de l'élite qui n'osent pas baisser de palier pour se mêler à tel niveau ou telle catégorie d'individus ou de groupements. Ce n'est pas le cas de cet ex-premier ministre que nous aimons et choyons et qui est toujours disponible pour rendre hommage à ceux qui ont aidé la cause du Québec, Bernard Landry. Chers amis, chers militants, chères militantes, d'abord, ma plus profonde solidarité pour Doris et ses enfants, et cette belle collection de mécanismes de la fierté. Je suis toujours fasciné par le fait que le mot patriote n'est ni masculin ni féminin. Tu es une patriote, Reggie était un patriote. Chers patriotes, chers amis, chers militants, chers militantes, nous sommes ici marqués par la tristesse, bien entendu, le chagrin, le regret, mais nous sommes ici par devoir et par reconnaissance. Ne pas y être serait de l'ingratitude quand on voit ce que Reggie Chartrand a donné à notre nation. Nous avons choisi le chemin de la démocratie
Il est long, il est compliqué, il est moins meurtrier. L'Irlande est devenue indépendante, mais dans des conditions extrêmement pénibles, avec des morts et des blessés. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi le Québec, ayant eu plus d'une demi-douzaine de premiers ministres d'origine irlandaise, ne soit pas encore indépendant. Ça fait partie de nos curiosités nationales. Donc, ce chemin démocratique que j'ai suivi moi-même n'est pas absolument facile. Avant de venir ici, je suis allé seconder Daniel Breton dans son comté. Il a compris que la politique, c'était pas facile dès les premières semaines où il a été élu. Mais on n'a jamais été blessé physiquement, comme le fut Reggie, comme le fut Joyce. Il faut penser à ça. L'engagement politique, c'est une chose. Mais au moins, dans la plupart des cas, ça se fait dans la paix. Mais à cette période difficile où vous vous êtes engagé, alors que vous étiez des marginaux, c'était pas mal pénible. 5% peut-être d'indépendantistes à l'époque. En 95, 50%. Et on s'est fait voler en plus, parce que le vrai chiffre, c'est d'autre chose que ça. Donc ce combat de visionnaire que Reggie et toi et d'autres ont commencé était vraiment visionnaire. On pourrait dire aujourd'hui que c'est même pas du nationalisme. Être pour l'indépendance de sa patrie, c'est du civisme humain et international. Cette mondialisation dont on parle, elle peut avoir un certain nombre d'avantages. Il y a moins de gens qui meurent de faim aujourd'hui, sauf qu'elle peut avoir des désavantages et des risques énormes. Et pour réguler cette mondialisation, il faut des organisations internationales. Et dans le mot international, il y a le mot nation. Alors, en faisant un combat national, vous faites un combat international pour que l'humanité soit mieux gérée, plus équilibrée, non pas par des forts impérialistes seulement, mais par des grands pays et des petits pays aux Nations Unies qui font entendre la voix du genre humain et d'une façon humaine précisément. Alors, ce n'est pas n'importe qui dont nous nous séparons aujourd'hui. Et la peine est difficile et cruelle. Elle ne s'effacera jamais. Sauf qu'avec le temps, elle deviendra moins difficile à supporter. Le temps fera son œuvre. Mais le temps fera son œuvre, ça ne veut pas dire que nous oublierons. Il est dans nos esprits, il est dans nos cœurs, pour toujours. Quand le drapeau du Québec va s'élever devant l'édifice des Nations Unies à New York, et où l'humanité aura compris que nous avons choisi la liberté et la dignité, on pensera à beaucoup de choses et à beaucoup de monde. Et on pensera à Reggie Chartrand. Reggie, il y a longtemps que le Québec t'aime. Et comme il n'est pas un grand, jamais il ne t'oubliera. Je vais inviter maintenant le fils de Réginald, Reggie, Mathieu. En fait, je vais surtout faire des remerciements. Je pense que les honneurs, il y a plusieurs personnes qui sont mieux placées que moi pour le faire. Et surtout, le meilleur plume que la mienne, sûrement. Je veux remercier tous les gens qui se sont pointés ici aujourd'hui pour honorer mon père. J'ai même vu des agents du service de police de la Ville de Montréal semblaient nerveux un peu. J'ai été voir, je leur ai dit non, c'est correct, il est décédé. Ah, il a fait OK. C'est
création là s'est faite en collaboration avec mon employeur, qui est CQS, qui est le lieu dans lequel on se trouve. Et je devais au moins de mentionner les gens avec qui je travaille et qui ont collaboré à cet événement. Donc, CQS, il y a la directrice générale, Francine Gagné, François de Bellefeuille, Sigrid, Virginie, Dominique, Daniel, Valérie, Emmanuel, et surtout mon assistante Mélanie, qui a travaillé très fort. Tous ces gens-là ont participé à cette organisation. Je voudrais aussi, parce que c'est un peu ma famille de travail, remercier les techniciens qui ont travaillé sur l'organisation. Olivier, son assistant, Valérie, Paul, James, Philippe, pour m'aider à monter cette salle-là. Parce que cette salle-là, normalement, c'est un studio de danse contemporaine. Rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui, donc il y avait du travail à faire. Je voudrais remercier les gens qui ont aussi des amis, puis de la famille qui ont participé à l'organisation. Il y a Léna Lard, il y a Philippe Richard Autier du Montréal Art Interculturel qui nous a fourni les chaises sur lesquelles vous êtes assis. Aussi, comme disait Reggie, remercier la présence du clan Mécanisme, qui sont quand même en grande partie venus de la Gaspésie pour venir nous voir aussi. Et dernier merci que je veux faire, et peut-être le plus important pour moi, gros merci à ma conjointe, Geneviève, qui m'a aidé énormément dans les 2 dernières semaines. C'était évidemment des moments difficiles pour la famille, mais j'ai pu être épaulé du début jusqu'à la fin. En fait, je l'ai même nommé responsable d'organiser cet événement-là. Donc, elle l'a fait avec brio. Donc, merci Geneviève. Merci d'être présent. Au revoir. Le voleur, il s'est sauvé avec mon texte. On m'avait dit, évidemment, j'avais oublié, il ne faut pas oublier qu'entre 15h30 et 16h, il va y avoir une marche organisée qui va partir d'ici et qui va se rendre jusqu'au monument du général de Gaulle en face de l'hôpital de Notre-Dame. Si je me souviens bien, Réal, c'est à partir de 15h30. Et cette marche-là va, puis on va faire une dernière commémoration à Régie au monument du général de Gaulle. Réal va venir vous le dire de lui-même, je pense qu'il va mieux placer le point. Bon, c'est très simple, là. On va avoir un bon 15-20 minutes là, de battement entre les 2 activités. Et là, on va s'installer, on va préparer à s'installer dans la rue. On va faire une aide d'honneur. Il va y avoir une aide d'honneur entre la porte de l'édifice et la rue. Et puis, le défilé va être composé au tout début, un drapeau des Franco-Ontariens. Parce que Reggie, c'est un Franco-Ontarien. Il a passé une grande partie de sa vie à Timmins. Et puis, vous allez voir dans le défilé des drapeaux de toutes les communautés françaises du Canada qui ont été gracieusement fournis par M. Saint-Denis, qui est ici de l'Assemblée des patriotes de l'Amérique française, M. Saint-Denis. Donc, c'est pas une manifestation, il n'y a pas de pancarte. On défile, on va au monument de l'obélisque du général de Gaulle, et à cet endroit-là, il va y avoir une cérémonie du drapeau, comme on peut voir parfois, ça existe même au Québec et au Canada, quand il y a des soldats qui reviennent dans des cercueils. Donc, le drapeau qui est replié et remis à la famille. Voilà. On vous attend dans la rue tout à l'heure. On est déjà rendu à la fin, et cette fois, nous inviterions le fils aîné de l'original, François. Reggie nous a quittés. Beaucoup de gens souvent insistent pour l'appeler Réginald, parce que Reggie, c'est un nom anglophone, mais c'est plutôt Reggie, un diminutif d'original, mais je trouve que c'est un nom qui lui va bien, parce qu'en latin, ça veut dire roi. Alors, je ne parle pas des rois décadents qu'on a vus dans l'histoire, je parle d'un individu souverain de sa personne.
Je parle d'un exemple de courage, d'honnêteté et d'intégrité qui a inspiré beaucoup de gens dans cette lutte pour l'indépendance d'un peuple. En agissant ici, il s'est attiré à lui et sa famille des grandes souffrances. J'ai personnellement été très affecté par ces événements et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à prendre action. Dans le fond, c'est la guérison que je recherche. Nous sommes réunis aujourd'hui parce que Reggie est un patriote, un homme qui s'est battu pour le droit de son peuple à la liberté. Dès les années 60, il avait un sentiment d'urgence face au destin du peuple québécois. Devant le péril qu'il percevait, il a agi comme un bon père de famille le ferait. Il a fait tout son possible pour mettre en garde les Québécois. Il n'a jamais hésité à dire exactement ce qu'il pense. Il n'a jamais accepté la censure. Il n'a jamais recherché à être politiquement correct. Maintenant, en l'honneur de sa mémoire, je vais vous dire ce que moi je pense. Le Québec, que nous en pensions une chose ou l'autre, n'en demeure pas moins notre patrie, sans lequel le monde devient un endroit rempli d'écueils pour nos âmes. Que nous soyons libres d'en concevoir l'essor demeure vital pour l'expression de notre humanité. Nous avons au Québec des dizaines d'organisations qui œuvrent pour la souveraineté. Mais aucune ne semble capable d'unir les souverainistes entre eux. Pourtant, c'est la condition essentielle à remplir pour que nous accédions enfin à l'indépendance. Ces jours-ci, et depuis longtemps, je n'ai aucune certitude quant au destin de mon peuple. Nous devons absolument comprendre ce qui nous divise. Il en va de la survie de notre nation. Reggie, je te remercie de m'avoir ouvert les yeux à un très jeune âge. Grâce à toi, j'ai pu suivre l'évolution de mon peuple pour mieux le comprendre. Tout au long de ma vie, Reggie m'a souvent répété une pensée que je ne comprenais pas au début, mais qui aujourd'hui prend tout son sens. Reggie disait « Le monde est gouverné par la peur ». C'est ça le problème. Nous avons peur de la souveraineté. Bien sûr, la plupart des souverainistes ne l'admettront jamais. Pourtant, on n'a qu'à observer leur comportement pour se rendre compte qu'ils agissent souvent comme des lâches. Alors voici le remède que je propose pour guérir les souverainistes de la crainte qui les habite lorsque vient le temps de passer à l'action. Ce qui devrait vous terrifier au plus haut point, ce n'est pas la souveraineté, mais plutôt ce qui vous arrivera si vous échouez. Je pense surtout à ceux qui ont fait carrière grâce au mouvement souverainiste et tous ceux qui ont tiré profit de la situation. Nous commémorons aujourd'hui la vie d'un homme qui n'a jamais récolté de gains financiers. Au contraire, il a tout donné pour finir sa vie dans la pauvreté. Pourtant, il n'a rien à envier à ceux qui se sont mis riches. Toute sa vie et jusqu'à la fin, Reggie est demeuré serein parce qu'il avait compris une chose toute simple. Vendre de l'espoir à un peuple démoralisé, c'est une affaire vraiment sale. Mieux vaut payer le prix soi-même plutôt que de tirer profit de la situation. Ainsi, Reggie a continué son combat jusqu'à la toute fin, sans jamais réclamer quoi que ce soit pour lui-même. Voilà pourquoi il nous a quitté l'âme en paix. Et cela vaut plus que tout le reste. À tous les souverainistes, je dis ceci. Les gains réalisés par le mouvement souverainiste forment une dette accumulée envers le peuple. Cette dette sera remboursée le jour où naîtra un pays qui se nomme Québec. Ce n'est pas suffisant de conduire des référendums. Il faut également inspirer la confiance. Le peuple votera toujours selon ce que leur inspire leurs dirigeants. Et la défaite reflète d'abord et avant tout l'échec de la classe dirigeante souverainiste. Nous savons que le peuple québécois est un peuple remarquable qui possède un prodigieux potentiel. Ça ne sert à rien de les blâmer pour le manque de vision de ses dirigeants. Ça ne sert à rien non plus de clamer que ce sont nos adversaires qui sont responsables de notre échec. Advenant l'échec de l'option souverainiste, nos dirigeants se seront rendus coupables de trahison, parce que c'est eux qui ont endossé la responsabilité de mener le peuple québécois vers la souveraineté.
lorsque l'argent récolté au nom de la souveraineté est dépensé sans résultat, cela constitue une fraude. Est-il trop tôt pour parler de trahison ou de fraude? Je ne sais pas. Je vous le demande. Croyez-vous qu'il reste beaucoup de temps avant que les Québécois se rendent compte qu'ils sont collectivement et individuellement ruinés, sous le joug des banquiers, à la merci des puissances étrangères? Le Québec est universellement reconnu comme une nation, et c'est devant le monde entier que nos dirigeants devront répondre de leurs actions. Grâce à l'œuvre de mes parents, tout au long de ma vie, j'ai été dans une position avantageuse pour observer le comportement de ceux qui prétendent vouloir un pays. J'ai vu combien rares sont les gens authentiques. Pour la plupart, ce sont des opportunistes qui manient l'idée de l'indépendance du Québec comme s'il s'agissait d'un outil de négociation. Des gens empressés de faire des compromis pour assouvir leurs ambitions personnelles. Je les ai vus anxieux de récolter les honneurs sans même s'attarder un seul instant sur le fait qu'il n'y a rien d'honorable dans la défaite. Ensuite, pour calmer leur conscience coupable, ils vous parleront de leurs impeccables valeurs qui expliquent pourquoi ils ne peuvent pas être solidaires de ces autres souverainistes qui pensent différemment d'eux. Que des lâches, je vous dis, qui se déguisent en patriotes à l'occasion, mais qui, le reste du temps, vivent comme des esclaves. Il est temps de faire le ménage. Il est temps que ces gens commencent à craindre la colère du peuple. Leurs ambitions égoïstes nous ont menés collectivement au bord du gouffre. La loyauté envers la patrie exige que nous mettions nos différends de côté. Tout le reste n'est que de la diversion qui sera retenue contre nous tous, peu importe notre opinion. Cette pièce de théâtre a assez duré, où les acteurs rejettent leurs responsabilités sur leurs adversaires. On se croirait dans une garderie. Peu importe la taille des obstacles que nous avons à surmonter, nous ne pouvons jamais blâmer autrui pour nos échecs. La victoire ne se remporte pas dans le combat contre quiconque ou quoi que ce soit. C'est pour la patrie que nous devons vaincre. Cette patrie sans laquelle nous sommes foutus. Pour être libres, les Québécois n'ont qu'à se tenir debout en affirmant calmement leurs intentions. La légitimité de la nation québécoise est incontournable. Lorsque nous revendiquons certains droits pour nous-mêmes en tant que nation, nous ne devons jamais oublier qu'aucun droit n'est garanti sans la souveraineté et que l'indépendance, elle, n'est pas négociable. Jamais elle nous sera accordée et aucune négociation nous en rapprochera. Nos dirigeants ont perdu de vue ce fait indéniable. Autrement, comment expliquer cet entêtement à vouloir négocier avec Ottawa? Il s'agit tout simplement du marchandage d'un rêve qui profite surtout à ceux qui ont avantage à ce que le peuple continue de dormir. Par ce chantage politique, ils ont hypothéqué notre futur à tous. Bien sûr, le Canada anglais est en maudit. Et ils ont raison. Pourquoi continuerait-il de nous accorder des concessions, nous qui refusons d'assumer par nous-mêmes ce qui nous revient de droit? Il se peut que l'offensive menée pour la création d'un pays se solde par un revers si retentissant que nous souhaiterons ne jamais l'avoir tenté. J'ai la nette impression que nous n'avons collectivement aucun choix à ce chapitre. Nous devons assumer les conséquences de nos actions jusqu'au bout. Faute d'obtenir l'indépendance, nous récolterons non pas la dépendance qui est notre lot actuel, mais l'abjecte servitude. Régis disait qu'il n'est jamais trop tard, mais compte tenu de la manœuvre d'extorsion orchestrée par certains souverainistes, entre guillemets, aux dépens du Canada, les choses doivent changer dès maintenant. Parce que, vous voyez, de plus en plus de gens commencent à penser que les Québécois n'ont pas l'intention d'assumer la responsabilité de la souveraineté et que ce n'est qu'un bluff. Et que ce mouvement n'est qu'une arnaque. Ainsi, tous les avantages que nous avons tirés de cette lutte sont présentement en train de se tourner contre nous. Que le souverainisme québécois tire à gauche ne veut pas dire que le combat est à droite. La victoire est toujours en avant.
Rien ne sert de tourner en rond. C'est inacceptable que notre politique soit dominée par des affrontements entre souverainistes, alors qu'en réalité, le Québec n'a aucun recours dans un sens comme dans l'autre. Il ne faut jamais oublier que le Parti québécois existe à l'intérieur d'un système parlementaire d'inspiration britannique. Le président de l'Assemblée nationale représente la couronne d'Angleterre et c'est bien à la reine qu'il faut prêter serment pour y siéger. Dans ces conditions, le positionnement sur la scène politique provinciale n'offre aucune garantie de stabilité. Combien il est facile de provoquer des militants frustrés pour les faire réagir et les entraîner vers des débats stériles. Nous ne formerons pas de pays en votant aux élections et le gouvernement qui conduira un référendum n'obtiendra jamais la majorité avec des arguments électoraux. Il est temps que le Parti québécois accouche. Parce qu'autrement, ce parti politique se sera rendu coupable d'avoir irrémédiablement corrompu la cause qui a permis sa création. Lorsque nous forgeons des alliances, c'est notre patrie qu'il faut défendre. C'est un pays qu'il faut pour négocier correctement. Et aucune promesse d'aucun allié ne peut compenser pour le désœuvrement d'un peuple divisé. Il faut observer attentivement à qui servent les orientations politiques du Parti québécois. Par exemple, ceux qui proposent la Charte des valeurs québécoises. Servent-ils d'autres intérêts que celles du peuple québécois? Vouloir combattre l'influence des religions avant même la formation d'un État souverain en revient à écrire des lois dans le sable. Cela démontre une grande immaturité et l'arrogance qui en découle servira certainement de munition à nos adversaires. De gauche ou de droite, conservateurs ou progressistes, athées ou croyants, ça n'a pas d'importance lorsque le peuple n'est pas libre de choisir. J'emmerde tous les petits dictateurs qui voudraient imposer leur idéologie avant même qu'un pays soit formé. Ce ne sont pas des patriotes parce que l'essentiel leur échappe. L'unité est la seule option viable. Vous voulez voir des vrais patriotes? Regardez les Insoumis qui ont participé à l'organisation de cet événement. Ils étaient nombreux lors de la remise de la Palme d'Or par le Rassemblement pour un pays souverain, et certains sont venus de loin pour participer à cet événement. Ils sont revenus ensuite pour une remise en privé parce que Reggie n'était pas présent lors de la cérémonie publique. Ils ne recherchent pas les honneurs pour eux-mêmes, ils reconnaissent simplement la valeur de ceux qui ont payé le prix. Je tiens à remercier également, tout particulièrement, ma mère, Doris, qui est la plus grande patriote que je connaisse. Elle a combattu toute sa vie pour la souveraineté du Québec et j'en suis témoin. Et je voudrais également remercier Mathieu et Geneviève pour l'organisation de l'événement, ainsi que ma sœur Ariane. Et je voudrais annoncer qu'on lance aujourd'hui une campagne de levée de fonds pour la mise en place d'un site Internet où pourront être consultés tous les archives que Doris et Reggie ont recueillis durant de nombreuses années. Ce sera un site que tout le monde pourra consulter gratuitement. Donc, on vous demande de donner généreusement. Il y a une boîte pour faire des dons à l'arrière et près de la sortie. Et ceux qui voudront faire des dons plus tard, vous pouvez vous diriger vers le site Internet des Insoumis. L'adresse est insoumis.net parce qu'ils sont d'accord pour aider dans cette campagne de levée de fonds. Alors, je vous demande de donner généreusement et merci beaucoup d'être venus en grand nombre. Et vive le Québec libre! Concernant la famille Chartrand, d'abord le souvenir de Reggie va rester longtemps dans le long couloir de notre mémoire, mais je veux aussi saluer cette dame qui n'a pas parlé, Doris, qui pour plusieurs d'entre nous, nous étions jeunes dans la vingtaine, toujours à la première ligne des manifestations aux côtés de son mari, pour recevoir les coups, et nous admirions sa beauté et son choix, et je crois que les coups ne l'ont pas atteint, ni le temps, ma chère Doris. Reste aussi fraîche et pétillante comme tu l'es. Et puis, bonne poursuite dans la vie. Alors, merci.